Raphaël Arnaud peut-il rester ou non à l'Assemblée nationale? Non, selon Gérald Darmanin. Oui, selon Manuel Bompard. Et vous, Raphaël Arnaud, peut-il rester à l'Assemblée nationale? Appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Moi, je m'étonne même qu'on puisse encore se poser la question. Gabriel Cluzel, Éric Tegner et ensuite Jules Laurent qui est notre invité ce matin. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il y soit rentré un jour, disons-le franchement. C'est ça le vrai sujet. Ce type-là qui est quand même fiché S, rappelons-le, qui a fait, on l'a vu hier, c'est ce que je disais hier, régner un climat de terreur. L'immunité parlementaire. Exactement, au moment de sa campagne, qui a été aidé. Et là aussi, il faut tirer le fil des responsabilités par finalement tous les partis de gauche, disons-le franchement, y compris Place Publique, le Parti Socialiste aujourd'hui, qui ont l'air de découvrir les violences d'extrême gauche. Il fallait vraiment vivre dans une cave pour pas s'en rendre compte. Et donc, comment est-il arrivé à l'Assemblée? Mais c'est quand même assez ahurissant. Alors aujourd'hui, on se dit ah bah oui, mais ces assistants parlementaires, et à raison, on se le dit, ils ont un profil abominable. Comment on a pu les admettre à l'Assemblée? Mais étendez, le député lui-même avait un profil sulfureux. Donc si vous voulez, la genèse du problème, c'est cela. On n'aurait jamais dû le faire rentrer. Maintenant, il faut le faire sortir. Et Éric Tegner. Oui, je partage ce que dit Gabriel Cluzel. Vous savez, ça fait quand même longtemps qu'à chaque fois on dit c'est un problème que Raphaël Arnaud, déjà condamné pour violence et triple fiché, soit à l'Assemblée nationale. On est en train de réaliser que derrière lui, il y avait un collaborateur qui était impliqué et qui était potentiellement meurtrier présumé. On finit par réaliser qu'il y a eu un deuxième collaborateur, donc Raphaël Arnaud en fait a menti, puisque ce week-end, il était évidemment au courant qu'il y avait son cabinet en fait qui était présent lors de ce lynchage. Et il s'est concentré sur Jacques-Élie Favreau. Et tiens, on a retrouvé même un ancien stagiaire. Moi, la question que j'ai, c'est quand on va remonter le fil, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Vous savez, l'implication de Raphaël Arnaud, pour moi, me semble totalement évidente. Raphaël Arnaud, c'est quelqu'un qui est directif, c'est quelqu'un qui a cofondé la Jeune Garde, c'est quelqu'un qui a amené de nombreux militants de la Jeune Garde à Avignon, qui a fait le ménage, qui a dégagé la tête de liste qui devait être prévue au début à Avignon pour imposer la sienne. C'est quelqu'un vraiment d'autoritaire. Donc évidemment que ça l'aurait dérangé si le jeudi, d'un coup, lorsqu'il rentrait dans son bureau à l'Assemblée nationale, où visiblement il va pas beaucoup, puisqu'il travaille pas beaucoup d'un point de vue législatif, il avait pas vu ces deux collaborateurs, qu'il leur avait écrit et que ces deux collaborateurs ne leur auraient pas dit bah tiens, il y a Némésis, on va y aller. C'est ça, l'implication pour moi elle est réelle. Raphaël Arnaud, c'est quelqu'un qui était proche de Rima Hassan, donc bien entendu qu'il était au courant de cette réunion de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Raphaël Arnaud, c'est quelqu'un qui avait un problème personnel avec le collectif Némésis, il avait menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Donc bien entendu qu'il pouvait soutenir le fait que la Jeune Garde se mobilise contre le collectif Némésis. Et enfin, Raphaël Arnaud vient de Lyon, donc bien entendu qu'il est au courant de ce qui se passe à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous, Frontières, vous avez fait la une avec Raphaël Arnaud en disant que les antifas sont la menace terroriste? Ce qui s'est passé déjà, heureusement que vous étiez là, Christine, pour nous recevoir sur Europe 1 pour parler de sa condamnation définitive. Parce que vous savez, pendant des années, la presse de gauche, l'AFP, etc., disaient ah, mais il est présumé innocent. Quand il y a eu la condamnation, pas une seule ligne dans Libération. Libération a fait un article il y a 3 jours pour dire qu'à Lyon, dans le fond, l'ultra-droite était plus violente que l'ultra-gauche, mais sans mentionner la condamnation définitive de Raphaël Arnaud. À l'époque, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, monsieur Raphaël Arnaud était allé réaliser une vidéo devant l'Assemblée nationale pour nous attaquer, et tiens, qui filmait? Jacques-Élie Favreau. Donc, c'est-à-dire qu'il essayait d'expliquer, nous, terroristes, jamais nous n'avons été impliqués dans des actions violentes. Il mentait. À ce moment-là, c'est une réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est pris? On s'est pris évidemment des torrents d'injures. On nous a dit, vous êtes un peu trop radicaux quand même. Ça n'ira jamais jusque-là. Parce que nous, on était dans la veine de ce qui était arrivé avec Charlie Kirk, qu'on en avait parlé ici sur ce plateau chez vous, Christine. Oui, vous étiez émue. C'est ça. Donc là, il y a tout le monde qui se réveille. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours trop tard. C'est toujours trop tard et tout le monde qui se réveille. Mais lorsque vous sortez l'information, on vous traite de fake news. Lorsque vous sortez l'information, on dit que vous racontez n'importe quoi. Et ensuite, lorsque la vérité arrive, on se dit, ah oui, mais c'est un peu tard. C'est quand même assez stupéfiant. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Je vous rappelle que depuis des mois, des années presque, on nous parle de l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Pardon, mais ça paraît aujourd'hui bien dérisoire, cette affaire de l'un qui aurait travaillé pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale alors qu'il était payé par le Parlement européen.
alors que l'on découvre ce scandale des assistants parlementaires de M. Raphaël Arnaud. Moi, j'aimerais savoir, moi je pose des questions, je ne suis pas dans les antres de LFI, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement vous avez un assistant parlementaire qui est à la ville, si j'ose dire, à l'Assemblée nationale, et un assistant parlementaire des Champs, qui est dans votre circonscription. Lyon, ce n'est pas la circonscription de Raphaël Arnaud, hein, c'est pas le Vaucluse, c'est pas Avignon. Donc que faisait-il là? Qui a payé les billets de train? On va nous dire peut-être qu'il était en vacances, je serais curieuse de le savoir. Que faisait cet individu à Lyon ce jour-là? Donc ça, j'espère qu'on va réussir à tirer le fil. Et moi, je suis frappée de tout ce qui est fait pour couvrir tout cela. Déjà, Louis Boyard, on l'a interrogé sur la question. Justement, on va l'écouter. Voilà. Excellent. On va l'écouter. Louis Boyard qui a bafouillé. Exactement. Écoute. Pas très à l'aise. Pourquoi 2 assistants parlementaires étaient à Lyon? Il est député du Vaucluse, il siège à Paris, à l'Assemblée nationale, était à Lyon en semaine un jeudi. Alors, parce que nous avons des circonscriptions. Oui. Et il est député du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Et Avignon-Lyon, ça fait. Et que quand vous êtes un député de circonscription, vous n'êtes pas forcément à Paris, vous êtes ailleurs. Et par ailleurs, pour les Raphaël députés. Arnaud n'était pas à Lyon. Non mais monsieur, s'il vous plaît, on va reprendre les choses. Quand on est attaché parlementaire, on n'est pas complètement uniquement à l'Assemblée nationale. Et je vais revenir juste sur les faits du début à la fin. Vous essayez d'attribuer une responsabilité à la France insoumise alors qu'elle n'en a aucune. Vous vous prenez pour des juges et des procureurs à reprendre des éléments d'enquête qui devraient rester confidentiels et à les commenter jour après jour, heure après heure, alors que ce sont aux juges et aux procureurs de le faire. Jules Laurent, avant d'avoir Eric qui nous appelle des Rhône-Alpes pour réagir à Raphaël Arnaud, vous êtes rédacteur en chef à Frontières. On va dire que Raphaël Arnaud n'a aucun secret pour vous, si je puis me permettre. Non, mais vous faites partie de ceux qui sont sur le terrain, qui l'avaient vu tout le temps, à plusieurs reprises, qui avaient dénoncé ce qu'il faisait, et pour autant vous n'avez pas été entendu. Tout à fait, Christine. Et l'affaire, elle est probablement encore plus grave que ce qui a été mentionné dans l'espace médiatique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la suppléante et collaboratrice parlementaire de Raphaël Arnaud, qui s'appelle Mathilde Mila, est également une membre de la Jeune Garde. C'est-à-dire qu'il y a une autre collaboratrice qui est suppléante et qui est une cadre historique de la Jeune Garde. Et elle fait partie des boucles et de tout l'entourage de la Jeune Garde depuis des années. Et ça n'a pas encore été soulevé. Personne n'a encore senti. Donc là, vous nous faites une révélation. C'est simplement qu'en tout cas, elle fait partie de la Jeune Garde depuis des années. C'est une cadre historique. Et dans le cadre de l'association de malfaiteurs et des boucles et des signals qui ont pu être donnés, peut-être a-t-elle pu prendre part à la procédure. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant. Et Christine, vous savez, hier, j'étais en train d'échanger parce que je connais des gens dans l'entourage de Raphaël Arnaud, des anciens de la Jeune Garde, qui en ce moment ne supportent pas ce qui s'est passé sur l'affaire Quentin. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles parlent. Elles ne supportent plus ce qui est devenu ce groupe. Et hier, j'ai pu échanger notamment avec un des anciens cadres qui était à la Jeune Garde de 2018 à 2020. Il a très bien connu Raphaël Arnaud. J'ai fait toutes les vérifications nécessaires. Il m'a montré ses échanges avec lui à l'époque. Donc c'est sûr à 100%, je le connais. Et bien lui, il m'a expliqué ce que faisait Raphaël Arnaud à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse qui était son bastion. Et c'est exactement ce qu'on était venu décrire lorsqu'on avait apporté le témoignage de Geoffrey qui avait été agressé par Raphaël Arnaud en agression en Réunion. Et bien il expliquait qu'avec le groupe de la Jeune Garde à Lyon, il patrouillait dans la Croix-Rousse, ouvrait les téléphones de personnes au hasard dont le visage ne leur revelait pas, et puis il allait par la suite les tabasser. Et que Raphaël Arnaud lui-même, il avait vu finalement Raphaël Arnaud passer à tabac des hommes. Et ça, c'est un témoignage qui m'a été rapporté. Et aujourd'hui, depuis qu'on a sorti la condamnation définitive de Raphaël Arnaud, condamné donc pour une agression en Réunion en 2021, eh bien, il y a une pression énorme qui est exercée sur les anciens de la Jeune Garde, sur les propres militants de la France Insoumise, pour ouvrir les téléphones, pour demander qui parle à des journalistes, qui va dans la presse. Nous ne voulons pas que cette culture du secret sorte parce que c'est une culture militaire qui a été instaurée au sein de la Jeune Garde, qui est une milice dirigée par Raphaël Arnaud, et c'est un scandale médiatique qui est en train d'éclater en ce moment. Vous nous aviez révélé effectivement le 3 décembre sur Europe 1, nous vous l'avions révélé avec vous, effectivement cette condamnation de Raphaël Arnaud, et vous nous avez rappelé, vous nous avez rappelé comment effectivement il faisait cette chasse à l'information, cette chasse à l'homme à l'intérieur de la Jeune Garde. Rappelons, on l'a déjà dit, on l'a redit, on vient de le redire, mais c'est Europe 1 et Frontières qui ont révélé la condamnation de Raphaël Arnaud dans cette émission. C'est-à-dire qu'on aurait pu le savoir avant.
Oui, On parce que aurait ça pu datait du mois d'avril. Et ça datait du mois d'avril. Donc, Personne ne dit C'est rien. étonnant que Mediapart n'ait pas eu l'information, parce qu'habituellement, ils ont toujours les informations en provenance de la justice. Ils l'ont en règle générale 48 à 72 heures après la condamnation. Ça fait des années qu'on savait qu'il y allait avoir une procédure en appel, etc. Nous, c'est ce qui nous avait surpris. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on aurait imaginé. Je me rappelle de Jules quand il m'avait dit, bon, ben, visiblement, j'ai une information comme ça. J'avais du mal à y croire au début. Je me suis dit, à quel moment, dans ce cas-là, c'est pas sorti avant? Donc, vous avez parfaitement raison, Christine. Et là, Jules Laurent, vous êtes en train de nous révéler qu'il y a d'autres collaborateurs de Raphaël Arnaud, au moins une encore, qui appartient à la jeune garde et qui est sa collaboratrice. La suppléante de Raphaël Arnaud. La suppléante. La suppléante. Ça veut dire que Elle a si pas démissionnait, participé. elle serait... Elle s'appelle Mathilde Mila, c'est une cadre historique de la jeune garde. Ça fait des années qu'elle est aux côtés de Raphaël Arnaud, qu'elle milite, qu'elle va dans les actions aux côtés de Raphaël Arnaud, et donc qu'elle le connaît très bien et qu'elle a fait partie du processus de création et de montée en puissance de la jeune garde, ainsi que la fusion avec la France Insoumise. Donc elle n'a pas participé évidemment à l'agression. En revanche, dans le cadre de l'association de malfaiteurs, ça veut dire effectivement qu'elle peut être impliquée. Donc le cas de la démission de Raphaël Arnaud, souvent les gens se posent la question, qui ça serait derrière? Ça serait une personne qui potentiellement est impliquée. C'est ce que soulignait Gabriel Cluzel, ça serait elle. Restez avec nous, Jules Laurent, rédacteur en chef à Frontières. Éric, vous nous appelez de Rhône-Alpes. La question qu'on se pose ce matin et qu'on pose aux auditeurs d'Europe 1, Raphaël Arnaud peut-il rester à l'Assemblée nationale? Bonjour Éric. Oui, bonjour Christine, bonjour à tous vos invités. Bonjour, Eric. Oui, moi aussi je me pose cette question effectivement, mais sur le plan moral, oui. Sur le plan moral, non, il ne peut pas rester à l'Assemblée nationale. Mais sur le plan légal, effectivement, on peut rien faire. Hein. Vous avez un état de droit qui fait qu'aujourd'hui, Manuel Bompard, il a évoqué cela ce matin en expliquant un article du Code pénal, je ne sais plus, c'est le 220, 221, je sais plus. C'est pour ça, Éric, que je demande depuis hier qui a offert l'immunité parlementaire à Raphaël Arnaud. Ouais, mais le problème, si vous voulez, faut au-delà de tout ça, si vous voulez, moi, mon écœurement en tant que citoyen, c'est cette démocratie représentative. Aujourd'hui, vous avez une classe politique depuis 40 ans qui, bien sûr, n'a pas appliqué les méthodes que la gauche a appliquées, c'est-à-dire les méthodes d'Antonio Gramsci, c'est-à-dire de gagner d'abord la bataille culturelle et après la bataille politique. Eh bien, la gauche a réussi ça, et aujourd'hui, vous avez une connivence de tous les médias depuis 40 ans, et y compris dans la classe politique de droite, patriote, parce que ces gens-là, quand ils ont été au pouvoir, si vous me laissez un petit peu développer, par exemple, on prend le cas de Jacques Chirac, qui à un moment donné, aurait pu s'allier avec le Front National. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de gouverner sur la contrainte morale. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, dans cette classe politique, il y a un consensus qui fait qu'ils veulent conserver leur poste, leur carrière, avant l'intérêt général. Voilà. Et moi, je reprendrai une phrase célèbre de Marie-France Garot, qui disait à propos de Jacques Chirac, je pensais qu'il était fait de marbre, excusez-moi, il est fait de faïence à faire les bidets. Et ça, j'appliquerai cette phrase à toute cette classe politique. Pardonnez-moi, je suis, comment dirais-je, un peu ému. Mais surtout, le problème, c'est que nous, en tant que citoyens, on subit ce genre de choses. Et effectivement, cette classe aujourd'hui, cette offre politique ne résoudra pas le problème. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte de je ne sais pas d'où pour résoudre ce problème-là, parce que sinon, ça va très mal finir. Voilà. L'histoire, elle est très simple. Hein. Oui, sinon, ça va très mal finir. Ça rappelle le titre du JARL qu'on a eu, le lanceur d'alerte de droite qu'on a eu lundi sur Europe 1. Ça rappelle aussi ce qu'a dit Mathilde Panot, ça va mal finir en menaçant un peu Némésis. Vous habitez à Lyon, Éric. Oui. Vous, au quotidien, comment est-ce que vous vivez votre quotidien à Lyon? On a l'impression, vu comme ça de loin, que Lyon, c'est une zone explosive de violence. Bah oui, écoutez, voilà. Le problème qui se passe, vous voyez, par exemple, hier, j'écoutais sur BFM, je ne sais plus si c'est BFM ou LCI, notre cher député LFI, l'ex-dealer, l'ancien dealer. Louis Boyard sur BFM. Louis Boyard, qui expliquait qu'effectivement, à Lyon, quand on se promène à 22h, quand on est une personne issue de l'immigration, c'est dangereux. Ben non, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est tout l'inverse déjà, pour commencer. Et puis deuxièmement, moi je me balade à Lyon à 23h, à 24h, j'ai encore jamais vu de groupe néofasciste ou de groupe d'extrême droite agresser des gens. Après, voilà, je suis quelqu'un
quelqu'un qui est beaucoup sorti dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, la nuit. J'ai jamais vu de groupe néofasciste dans le Vieux-Lyon et tout ça. Tout ça, mais tout ça, si vous voulez, encore une fois, c'est parce que, effectivement, vous avez un maximum de gens qui n'ont pas su gagner cette bataille culturelle et qui ont laissé s'installer, gangréner cette idéologie de gauche qui a fait qu'effectivement, ils se permettent de raconter tout et n'importe quoi. Et ça fonctionne. Moi, hier, j'écoutais... vous savez, je zappais entre CNews, BFM, LCI, France Info. La prochaine fois, restez sur CNews. Surtout entre 19h et 20h, je dis ça en passant. Vous avez des gens, par exemple, comme un certain journaliste là, qui s'appelle Salma, Guillaume Farbe. Ces gens-là, vous leur parlez que quelqu'un, un pauvre malheureux, s'est fait tuer dans le cadre d'un guet-apens, il s'est fait massacrer par des gens de la jeune garde ou par des gens d'extrême gauche. Eux, ils viennent vous parler, oui, mais l'extrême droite néo-nazie depuis des années. Oui, c'est ça. Ils répondent tout de suite extrême droite. Et il n'y a pas de gens qui viennent comment dirais-je, les contredire, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de mal. Hier, j'ai vu Alice Cordier, elle avait beaucoup de mal justement à contredire. Ils n'acceptent pas le débat. Voilà, donc le problème, ces gens-là, de toute façon, dès qu'ils ont perdu le débat, ils utilisent la terreur. Ils utilisent la terreur, ils utilisent la censure. Voilà, c'est leur méthode. Et aujourd'hui, encore une fois, ce que je reproche, c'est vraiment ce que je reproche le plus, c'est à cette droite patriote de continuer encore à jouer le jeu tronqué de ces gens-là et de pas comment dirais-je, trouver des solutions pour contrecarrer cette bataille culturelle qui a été perdue et qui sera difficile à reconquérir. Alors vous êtes d'accord avec ce que dit Eric là, et qui critique un peu cette droite patriote qui joue le jeu? Alors, je ne sais pas si je l'appellerais patriote, mais c'est vrai qu'on l'appelait de droite, qui a été au pouvoir. Il parle de Jacques Chirac, il a raison. Et qui n'a rien fait. Alors on peut se poser beaucoup de questions. On peut se dire que c'est une forme de lâcheté, c'est peut-être une forme parfois de complicité idéologique, un certain regard romantique sur cette extrême gauche, ces combats d'extrême gauche. Il faut connaître le parcours de Jacques Chirac pour comprendre, sa jeunesse notamment. Mais en fait, le fond du fond, je crois que c'est encore autre chose. Et on peut le dire la même chose avec Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron, il avait promis, il avait dit « c'est moi ou le chaos ». Donc la rhétorique aujourd'hui, c'est pas de dire « on est les meilleurs », ils se sont plantés tous. C'est de dire « si le Rassemblement national arrive au pouvoir », et c'était déjà le cas avant, eh bien ce sera le chaos. Et qui va organiser ce chaos? Qui va l'organiser? C'est cette extrême gauche. Donc on vous dit « ah là là, faut pas qu'ils arrivent au pouvoir, parce que sinon la CGT va… vous savez, la CGT, parce qu'on n'en a pas parlé assez de la CGT, je fais une petite parenthèse, mais aussi visiblement ils étaient formés par la jeune garde. Et Jacques Favreau est un ancien de la CGT de Saint-Étienne. Voilà, et donc la CGT va mettre, vous n'aurez plus d'électricité, plus d'eau dans la rue, ça va être une émeute épouvantable. Donc vous voyez, finalement cette peur des milices d'extrême gauche, parce qu'appelons-les comme ça, elles ont leur utilité politique.